Ce projet a été mis en vigueur, ça veut dire lorsqu'on a fini de discuter sur toutes les étapes, seulement en octobre 2015, mais à la vérité, on avait commencé le processus de formulation depuis 2014, je dirais même avant, puisque c'est depuis 2013 qu'on a commencé à formuler une stratégie nationale de protection sociale, pour laquelle il a fallu faire un dialogue entre plusieurs départements ministériels, afin d'arriver à un document cadre qui allait permettre de définir pour l'ensemble de l'action gouvernementale une stratégie de protection sociale. On vous a déjà défini la protection sociale et vous avez vu qu'elle articule plusieurs composantes. Donc dans le cadre de cette stratégie, il était prévu dans l'axe 1 de faire des transferts monétaires par rapport à l'autonomisation des groupes qui sont les plus vulnérables. La lutte contre la pauvreté, il était prévu de faire des transferts monétaires. Donc une fois qu'une stratégie est adoptée avec un plan d'action, on fait une démarche de plaidoyer auprès des bailleurs et la Banque mondiale, elle, est intéressée à financer l'un des éléments de cette stratégie qui était donc la lutte contre la vulnérabilité en milieu rural, et elle a donc accepté en octobre 2015 de signer un accord de financement avec la Côte d'Ivoire pour que jusqu'à l'horizon 2020, date de clôture du projet, nous puissions donc atteindre 35 000 ménages bénéficiaires en milieu rural. Il va cibler des ménages qui ont des enfants de 0 à 15 ans. Il va cibler des ménages qui ont au moins une femme enceinte au moment de l'enquête sociale qui va permettre de constater les situations de pauvreté. Donc, prioritairement, on s'est dit qu'il y a beaucoup de pauvres. Parmi ces pauvres, on va prendre les plus pauvres. Et comme on n'a pas forcément beaucoup d'argent tout de suite pour tout le monde, on va regarder là où il y a encore des enfants. De telle sorte que quand on donne de l'argent qui peut améliorer la consommation, l'alimentation à la maison, ça on a donc des chances non seulement d'atteindre le chef de ménage, mais aussi tous les enfants qui sont à côté. Donc c'est pourquoi il y a un titre sur l'objectif du développement du projet, c'est de fournir des transferts monétaires à des ménages pauvres dans des régions du milieu rural qui sont sélectionnés parmi les plus pauvres. C'est aussi de pouvoir développer les fondements d'un système de filets sociaux. Parce qu'on l'expliquera tout à l'heure, au-delà de la composante des transferts monétaires, il y a également une composante qui permet de prendre en charge la mise en place d'un registre social des populations vulnérables, qui permet de mettre en place une mécanique de manière à ce que les programmes et les projets, les administrations sur le terrain apprennent à travailler ensemble et à entretenir ce dialogue tant qu'il s'agit d'aboutir au même objectif de lutte contre la vulnérabilité sociale et que nous évitions donc de faire des doublons dans la prise en charge de nos différents bénéficiaires. Ce projet qui est mis en vigueur depuis 2015, vous le savez, a commencé à avoir du relief l'année dernière lorsque nous avons lancé la phase de ciblage pour les 5 000 premiers ménages bénéficiaires, lorsque nous avons ensuite conduit tout un processus sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui aboutit à l'effectivité des paiements depuis les cérémonies de lancement qui ont été organisées par M. le ministre Jean-Claude Kouassi au mois de mars de cette année. On se souvient effectivement que dans le cadre de l'objectif de ce projet, le bailleur qui est la Banque mondiale a mis en place un panier de ressources jusqu'à l'horizon 2020 de 25 milliards de francs CFA avec une contribution de 10% de l'État qui est donc de 2,5 milliards. Le projet donc s'articule autour de 3 composantes. Il y a cette première composante dédiée au transfert monétaire et aux mesures d'accompagnement. Transfert monétaire au sens d'une allocation régulière de 12 000 francs CFA par mois, payable au trimestre, 36 000 francs CFA tous les trimestres, qui est donc régulière, qui est donc prévisible à un certain nombre de ménages. Mais au-delà, il faut pouvoir encadrer ces ménages-là. Il faut pouvoir encadrer la communauté où ces transferts se déroulent avec d'autres formes de mesures. Mesures même tout simplement en termes de gestion de ce qu'ils ont pu recevoir comme transfert. Gestion du budget familial, manipulation même de l'outil qui leur permet de faciliter éventuellement leur réclamation en cas de besoin dans le processus de paiement
mais également habilitation à un certain nombre de mesures d'accompagnement telles que la nutrition, telles que la scolarisation des jeunes filles. Donc, tout le sens de l'intersectorialité que nous devons pouvoir conjuguer dans le cadre de ces mesures d'accompagnement, étant entendu qu'il ne reviendra pas à l'unité de gestion du projet, encore moins au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, d'avoir la prétention d'aller faire des activités de nutrition à la place des spécialistes de nutrition ou de faire de la promotion de scolarisation à la place des experts de l'éducation nationale. Ce à quoi nous appelons, c'est une fédération et un brassage de tous ces moyens pour qu'ensemble, justement, au moment où nous avons le prétexte du transfert, nous puissions en même temps accompagner avec cette batterie de mesures. Si nous revenons sur la définition des filets sociaux, vous vous souvenez qu'il s'agit d'un transfert non contributif. Ça veut dire qu'il n'attend pas forcément une contribution financière de la part du bénéficiaire. Cela donc voudrait dire que le bénéficiaire peut se mettre dans une posture de considérer que c'est de l'argent gratuit, c'est de l'argent facile. Il faut faire en sorte que ce transfert-là, qui peut être conditionnel ou non conditionnel pour autant, puisse vraiment atteindre son objectif, celui d'investir dans le capital humain et faire en sorte que nous puissions tirer les dividendes de cet investissement sous la forme d'une amélioration de la capacité de consommation des ménages, une amélioration du bien-être chez les bénéficiaires. C'est pourquoi l'unité visée, c'est le ménage, afin qu'il y ait une redistribution interne des avantages de ce transfert. La deuxième composante, qui est liée à la première, justement, où nous allons apprendre à travailler ensemble, doit pouvoir documenter un système d'information sous le mode d'un registre social des populations vulnérables. Qu'on puisse donc, à la lumière des enquêtes que nous faisons, de l'immersion dans le milieu que nous faisons pour recenser les ménages qui sont le plus dans le besoin, que nous puissions les stocker dans un fichier de référence qui va être mutualisé entre plusieurs départements ministériels. De telle sorte que si nous allons dans des localités données et que nous avons, je dis n'importe quoi, 10 000 bénéficiaires, si le projet de transfert monétaire ne peut permettre de toucher que 4 000, il y a 6 000 autres qui demeurent dans le besoin, qui peuvent être impactés par d'autres programmes sociaux du gouvernement. Mais on n'aura plus besoin d'aller les recenser, d'aller les enregistrer parce qu'ils seront déjà connus et fichés dans une base de données sous la forme d'un système national de filets sociaux. Donc la démarche des filets sociaux, c'est de conjuguer cette réalité, cette approche du projet au pluriel avec le brassage de plusieurs champs d'intervention. La troisième composante, c'est celle du suivi, évaluation du projet, la gestion du projet qui donc va comprendre les charges administratives, ça veut dire toutes les rencontres que nous organisons, les ateliers, les sessions d'information, mais également le suivi, évaluation, mais surtout à terme, l'évaluation d'impact, parce qu'il tient à cœur au gouvernement et aux bailleurs de faire en sorte qu'en 2019-2020, nous puissions effectivement mesurer l'amélioration de la qualité de vie de ces ménages bénéficiaires. Ce qui nous amène à faire une photographie actuellement. Ça veut dire quelle est la situation du départ des ménages, de telle manière que d'ici 2 ans et demi, 3 ans, nous puissions également voir quel est l'impact que le projet a créé. Il est clair que pour ce qui concerne la proportion du budget accordé à chacune des composantes, la première composante, elle seule, qui concerne le transfert monétaire, touche 76% du budget. Ça veut dire que c'est vraiment là que se trouve le plus important du projet. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse réduire au maximum les charges d'accompagnement, les charges administratives, les charges de fonctionnement, les charges de suivi et évaluation. Tous à un guichet unique de données sociales, qui serait donc un registre social où je sais, en prenant M. Pierre, dans telle localité donnée, ce monsieur a déjà bénéficié du projet des filets sociaux de la Banque mondiale. Ses enfants émargent sur le programme de cantine scolaire dans l'école du village. Il a également bénéficié, avec le programme nutrition, de la prise en charge par des rations sèches alimentaires dans son ménage. Mais à la fin, il faut qu'on puisse mesurer à un moment donné ou à un autre ce qu'on a changé dans la condition de vie de ce ménage. Sinon, si on ne se parle pas entre nous et qu'on n'a pas ce dialogue, je m'excuse, mais il y a certains ménages qui se spécialisent
dans les guichets d'aide sociale ou d'assistance sociale. Ils deviennent de véritables rentiers qui sont juste assis. Ça tue la capacité d'initiative parce qu'ils sont bénéficiaires, impactés par une batterie de mesures sur lesquelles nous-mêmes nous ne communiquons pas en tant qu'administration. Donc il y a un potentiel de faire en sorte que les dépenses budgétaires de l'État soient mieux dirigées et on est sûr en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale nous l'a confirmé, on a la possibilité de financer ce type de programme sur les deniers publics. Il n'y a qu'à faire justement ce dialogue des programmes pour faire des économies d'échelle. Et ces économies vont permettre justement d'amplifier la magnitude des transferts monétaires. Et ça tue la capacité d'initiative, la capacité de travail. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop bas, parce que justement, il doit être un minimum pour vous permettre d'accéder à un minimum également de services sociaux. Vous voyez? Et il est indexé au seuil d'extrême pauvreté. C'est ça qu'on a utilisé en fait pour calculer le montant de transfert de Glossy. Et on l'a même majoré. Parce qu'en prenant le seuil de pauvreté selon les dernières études, on devait se retrouver en réalité à 10 000 par mois, comme ça se fait au Burkina Faso par exemple. Donc 30 000 par trimestre plutôt qu'à 36 000. On s'est dit avec les données statistiques, ça nous donne 10 000, mais bon, ensemble avec les bailleurs, la Côte d'Ivoire quand même, par rapport à la sous-région, on pense qu'il y a un certain niveau de standing, on va majorer avec une marge. C'est ce qu'on a fait pour se retrouver à 12 000 par mois et à 36 000 francs sur le trimestre en prenant en compte le seuil d'extrême pauvreté. Maintenant, le transfert qui est fait, effectivement, Monsieur le ministre Jean-Claude Kouassi l'a à chaque fois rappelé quand il fait ses sensibilisations. Il dit effectivement aux ménages qui sont bénéficiaires que le transfert n'a pas vocation à pouvoir faire des baptêmes parce que le voisin en faisait. Moi, j'étais là comme j'avais rien. Lui, à chaque naissance, bon, mais c'est la fête, il y a le mouton. Bon, moi, j'ai l'occasion aujourd'hui de faire également une cérémonie ostentatoire de baptême. Ou alors, depuis, je suis en train de voir comment je vais aller faire la dot pour la seconde épouse ou la troisième. Vous m'en donnez l'opportunité. Donc, il y a effectivement ces effets pervers qu'on peut avoir sur le terrain, mais encore une fois, ensemble, on travaille à sensibiliser par avance, à anticiper avec les leaders communautaires, à passer le message pour que le transfert serve à ce à quoi il est destiné. Il ne doit pas avoir vocation à stimuler des cérémonies ostentatoires, il ne doit pas avoir vocation à stimuler la polygamie ou à augmenter justement la naissance, le rythme de naissance. Il ne doit pas avoir vocation à aller fréquenter le débit de boissons, le maquis d'à côté, parce que j'avais plus le temps, enfin les moyens de m'acheter ma bouteille habituelle. Dieu merci, ça arrive aujourd'hui, le transfert monétaire. Je vais aller prendre mon carnet que je déposais chez Adjoa pour aller m'inscrire là-bas tous les jours pour prendre ma ration quotidienne de liqueur. Donc, on est conscient qu'il peut y avoir tous ces effets pervers et on doit justement sensibiliser dessus. Pour ne pas que ceux qu'on veut aider, au nom de ce qu'ils sont pauvres, leur pauvreté soit en réalité établie sur des aspects de comportement déviant qui justement les maintiennent dans cet état-là. Mais en même temps, socialement, on ne veut pas les abandonner. On veut leur donner une chance. Bon, si on t'a donné ta chance et que tu ne l'as pas saisie, tu n'en voudras à personne. Parce que tout le monde a reconnu que toi, effectivement, tu pouvais être dedans. Mais si on t'a donné et que tu as détourné, demain, tu n'en voudras à personne. Et ce serait dommage. Mais on ne veut pas qu'avec toi, tu entraînes ta femme, ton épouse, si tu es le chef de ménage qui n'a rien à y voir. On ne veut pas qu'avec toi, tu entraînes les enfants qui vont naître et qui sont innocents. C'est pourquoi on va t'encadrer pour que le transfert qu'on te fait en tant que pauvre, tu le mérites en tant que pauvre. Donc voici ce que je peux vous dire par rapport à cette dimension-là. Et vous savez, la notion de pauvreté, on peut la définir sous l'angle de la pauvreté monétaire, où la variable de mesure est le revenu de la personne. Et donc, on pourrait faire une classification pour pouvoir justement prendre ceux qui sont au plus bas de l'échelle de classification par rapport à leur
leur avoir, à leur revenu. Après, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on mesure ce revenu-là, étant entendu que tout le monde n'est pas forcément dans une activité salariée, une activité rémunérée, formelle, qu'on peut dimensionner, tracer comme telle. Ce qui a fait qu'au-delà des indicateurs standards que nous avons par rapport au seuil de pauvreté autour de 600 journaliers ou autour de 300 journaliers d'extrême pauvreté, on a déjà quand même des éléments de dimensionnement de ce qu'on peut considérer comme étant de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté en fonction de ces seuils. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir une définition de la pauvreté sous l'angle de la pauvreté monétaire liée au revenu. On a par contre la possibilité de mesurer aussi la pauvreté sous l'angle de la privation. Ça veut dire que vous êtes dans un état ou une situation donnée qui ne vous permet pas manifestement d'accéder à un certain nombre de biens et de services. Donc on va mesurer la pauvreté sous l'angle de la privation, c'est-à-dire de ce à quoi vous ne pouvez pas accéder. Vous ne pouvez par exemple pas accéder à envoyer vos enfants à l'école, vous n'en avez pas les moyens. Vous ne pouvez pas accéder à la possibilité d'aller à l'hôpital, parce que même pour payer les 100 francs de terme ou les 25 francs éventuellement, c'est un frein, une limite pour vous, il y a une privation. Vous êtes également dans un environnement de vie où vous n'avez même pas de lieu d'aisance, c'est-à-dire de latrine. Vous êtes obligé d'aller dans la forêt à côté, comme si vous étiez d'un autre âge, je m'excuse. Mais vous voyez donc que ce sont ces privations dans l'environnement d'un ménage donné qui sont prises en compte pour pouvoir le classer dans la catégorie des pauvres. Et donc ce sur quoi on a travaillé avec la Banque mondiale, avec l'INS, c'est justement de pouvoir redéfinir cette notion de pauvreté-là en prenant en compte plutôt la dimension de la privation. Donc la banque nous a envoyé un expert, la Banque mondiale, M. Roy Kotoyama, et un autre expert statisticien qui est à l'unité Banque mondiale du Bénin, M. Félicien Koubensi, qui sont donc venus en Côte d'Ivoire, ensemble avec l'INS, avec l'NCA. On a éprouvé cet outil dont on va vous parler plus loin, qui est l'outil du test de revenu par approximation. Retenez en abrégé PMT, Proximity Test en anglais, qui est le test de revenu par approximation. Donc c'est un outil qui permet d'administrer une batterie de questions dans les différents ménages. Et cette batterie de questions-là permet justement après de faire une classification, ce qu'ils appellent encore en anglais le scoring. Et le scoring permet de classer des plus pauvres aux moins pauvres. Pour vous dire qu'en la vérité, il y a plusieurs paliers dans la pauvreté. Et donc le type de programme dont nous portons la charge aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse cibler les plus pauvres parmi les pauvres. Ça veut dire le scoring qui va être fait, la classification qui va être faite dans le cadre du Proximity Test, eh bien, va permettre tout de suite, ensemble, de s'accorder sur le choix des ménages pauvres. De voir qu'on ne se limite pas seulement à l'approche mathématique, à l'approche quantitative, parce que vous nous direz que toute approche scientifique a des marges d'erreur. Effectivement, nous reconnaissons, les techniciens qui ont travaillé sur cette approche-là, qu'il y a une marge d'erreur d'environ 4%. Donc comment est-ce qu'on travaille à minimiser cette marge d'erreur? Parce qu'en tant qu'administration, on est bien obligé de faire des choix. Vous voulez travailler sur la pauvreté, mais donnez-vous une approche qui peut accorder le maximum de personnes. Vous ayez un consensus sur la démarche. Donc la marge d'erreur va être minimisée par la couche supplémentaire de la validation communautaire. Ça veut dire quand on a une préliste issue de l'enquête PMT du Proximity Test, on va encore s'accorder sur une sorte de sélection basée sur l'implication de la communauté des plus pauvres. Donc de définition sociale et communautaire de la pauvreté. Ailleurs, on a eu parfois vocation à dire, bon, on veut envoyer tel programme dans votre région, monsieur le chef de village, réunissez-vous et puis vous nous envoyez la liste de ceux que vous-même vous estimez qui sont pauvres. Donc ça, c'est une sélection spontanée, mécanique qui se fait dans la communauté. L'administration n'intervient pas. Après, quelle est la logique d'équité, de justice qui a forcément guidé cela?
Donc parce que nous avons un souci de mettre un filtre de crédibilité et de transparence, on amène, n'est-ce pas, d'abord le protocole du PMD, qui est la meilleure façon à ce jour de définir la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et c'est cette approche-là qui va être également utilisée dans le cadre de la couverture maladie universelle.